Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission FM Exclusivité. Il y a plusieurs sujets d'actualité en politique en République démocratique du Congo, à l'occurrence la révision constitutionnelle qui continue à faire couler encre et salive. Et aujourd'hui, nous sommes samedi 16 novembre 2024 en République démocratique du Congo. C'est la clôture des états généraux de la justice. Est-ce que les solutions ont été prises pour cette justice de la République démocratique du Congo, tant décriée par la population? Le président de la République avait aussi décrié à une certaine période cette faiblesse de la justice en République démocratique du Congo. Est-ce que des résolutions ont été prises? Ce sont là les deux thématiques que nous allons aborder au cours de cette émission avec un haut cadre de l'UDPS. Il s'agit bien de M. Guibao. C'est avec lui que nous allons nous entretenir au cours de cette émission. Mais avant tout, nous allons parler de la journée du 12 novembre qui a été baptisée journée de la base, la journée à laquelle le président de la République avait retiré sa signature après la signature de tous ces accords qu'il y a eu à Genève, afin qu'il fasse chemin seul avec Vital Kamerhe pour qu'aujourd'hui il se retrouve président de la République. Je m'en vais déjà saluer notre invité. Bonjour Monsieur Guibao. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Les Français disent à tout seigneur, tout honneur. Je pense que nous allons commencer avec la journée de la base, la journée du 12 novembre. Une journée qui est restée gravée, surtout pour le parti UDPS. C'est la journée où le président de la République, avec son colistier, si je peux l'appeler ainsi, M. Vital Kamerhe, se sont décidés de faire chemin seul pour aller briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui, il est aux affaires, ça fait 6 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette journée? On doit commencer par rappeler la philosophie derrière cette journée. Quelle est la philosophie? À la création de l'UDPS en 1982, le père fondateur de l'UDPS en général, Papa Étienne Tshisekedi en particulier, ils avaient insisté sur un aspect fondamental du fonctionnement de l'UDPS. Il disait ceci: au MPR, parti-État, d'où nous venons comme cadre, la responsabilité de la marche du MPR, c'était sur les épaules de son président fondateur, le maréchal Mobutu. Mais à l'UDPS, la responsabilité de la marche de l'UDPS, de la bonne marche, c'est une responsabilité collective de tous les combattants. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de notre philosophie, c'était quoi? Dans le fonctionnement, l'UDPS a ce qu'on a appelé la pyramide renversée. Oui, la pyramide a un sommet au-dessus, mais l'UDPS est renversé. Le sommet, c'est le haut-cadre. La base, c'est tout le militant du parti, ou que nous appelons les combattants. Et en tant que militant du parti, cette base-là a la liberté d'initiative, un point important au sein de l'UDPS. Okay. Alors, au nom de cette liberté d'initiative, il est arrivé dans l'histoire de l'UDPS, à chaque fois qu'il y avait crise, cette base-là est intervenue pour nous recadrer, nous, le haut cadre. Okay. Alors, maintenant, le 12, qu'est-ce qui s'était passé? L'UDPS avait organisé son congrès au mois de mars 2018. Et au cours de ce congrès, l'UDPS avait désigné M. Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS aux élections, candidat président de la République. Alors, depuis ce temps-là, la base maintenant avait la responsabilité de concrétiser cette résolution du congrès, qui était Félix, candidat président de la République. Malheureusement pour cette base, nous, le haut cadre, nous sommes allés en alliance avec le collègue de l'opposition parce que c'était le vœu de l'opinion de l'époque qu'il fallait chercher un candidat unique de l'opposition. En cherchant les candidats uniques de l'opposition, certains collègues ont estimé qu'ils ne pouvaient pas marcher avec nous. Ils nous ont joué un coup. Ils ont désigné à Genève M. Fayoulou comme candidat de l'opposition. Alors cette base-là s'est dit, mais ça ne peut pas se faire. Nous avons une autre congrès, nous avons désigné un candidat et on efface ces candidats comme ça ne peut pas se faire. C'est la raison pour laquelle ils avaient organisé une descente dans notre permanence où ils avaient brûlé des pneus en nous exigeant, nous, au cadre du parti, de se désolidariser de l'accord de Genève, de demander au président de se désolidariser. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, nous avons eu 2 réunions.
Une première réunion, nous, le secrétaire général et ses adjoints, nous nous sommes retrouvés pour tirer les conséquences de ces souhaits-là de la base. Et ensuite, nous sommes allés à la réunion de l'exécutif, c'était la deuxième réunion de la journée, élargie à toutes les structures d'appui du parti, c'est-à-dire la Ligue de jeunes, la Ligue des femmes, la commission égalité hommes et femmes, et la commission électorale permanente et les cabinets du président. Nous nous sommes retrouvés, nous avons opté de transmettre le point de vue de la base au président du parti qui était candidat de l'UDPS. C'est comme ça qu'on lui avait transmis ce fameux ultimatum de 48 heures. Et comme Félix Tshisekedi, le président du parti, était un monsieur à l'écoute de cette base, il a obtempéré et le soir, il avait retiré sa signature. C'est la raison pour laquelle, pour donner l'exemple que l'UDPS est véritablement un parti du peuple, parce que même dans nos soldats, on dit l'UDPS parti du peuple, le parti du peuple c'est l'UDPS, le président avait obtempéré et il avait retiré sa signature. La journée est restée commémorative, un exemple d'une démocratie au sein du parti, c'est la raison pour laquelle nous la commémorons chaque année. Raison pour laquelle vous la commémorez chaque année. La manifestation du 12, nous avons vu des vidéos qui ont circulé. Il y a quand même quelqu'un qui s'est aussi battu pour cette journée, à l'occurrence Jean-Marc Abound. Mais dans le discours, nulle part il n'a été mentionné. C'est comme si, parce qu'aujourd'hui il est en prison, les efforts qu'il a, la sueur qu'il a dû verser pour l'UDPS est jetée dans la poubelle. Non, moi je ne pense pas. On ne peut pas falsifier l'histoire. Monsieur Jean-Marc Abound était avec nous ce jour-là. C'est lui qui était le porte-parole des hauts cadres que nous étions pour transmettre ces messages-là, le souhait-là de la base. On ne peut pas falsifier l'histoire parce qu'on a des divergences politiques. Il était là avec nous. Mais à ce jour, il se retrouve en prison, le pouvoir de l'UDPS, le pouvoir auquel il a milité. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, aujourd'hui, en tant que haut cadre de l'UDPS? Moi, personnellement, j'essaye un peu de séparer les choses. Sa situation judiciaire est due aux infractions qu'il avait commises. Il répond vraiment pas en tant que ancien de l'UDPS, mais c'est un citoyen qui a connu des problèmes par rapport à la justice. Mais en tant qu'ancien camarade, on peut que compatir par rapport à son sort, mais c'est une situation judiciaire. Moi, j'aime séparer le problème judiciaire du problème politique. Madame Ruth, si vous avez quelques questions et entrer à l'UDPS avant qu'on puisse aborder la révision constitutionnelle. Merci beaucoup Alain Goma, Monsieur Guy Baou, un ancien de l'UDPS. Au sein du parti au pouvoir, vous vous êtes battu, on vous connaît depuis votre jeune âge, au sein de ce parti, l'UDPS, mais le parti est au pouvoir, vous n'êtes pas aux affaires. Comment expliquez-vous cela? C'est une négligence Non, je ne veux pas parler de négligence, vous savez. Ou un rejet, on choisit juste une classe qui entoure les chefs de l'État, mais ceux qui se sont battus sont rejetés, comme vous par exemple. Non, même pas, je ne prends pas ça sous cet angle-là. Vous savez, celui qui gère, c'est comme un entraîneur de football. Et à l'occurrence, c'est le président de la République, le président Félix Tshisekedi, c'est un entraîneur du football. Son rôle est semblable. C'est l'entraîneur qui sait à quel moment faire entrer ses meilleurs par rapport à l'intensité du match, du défi et des problèmes qu'il a à résoudre. Mais vous êtes quand même parmi le noyau, les personnalités du parti qui ont œuvré pour pérenniser les idéologies d'Étienne Tshisekedi. Vous pouvez quand même être important dans les sillages du chef de l'État. Nous le sommes, madame. Nous sommes toujours importants. Mais vous n'êtes pas aux affaires. Ça va venir en son temps. C'est pour dire peut-être une leçon. On ne sert pas seulement dans un poste. On peut être utile à tout moment pour son pays. La preuve, je suis là devant vous pour parler de mon pays, de mon président, de mon parti. C'est aussi une façon de servir. Vous êtes très fier de parler de votre parti. Est-ce que votre parcours est vraiment historique au sein de l'UDPS? Vous pouvez retracer quelques moments que vous avez passés, des moments cruciaux au sein du parti. Bon, l'UDPS, c'est un sacerdoce pour moi. C'est pratiquement toute ma vie. J'ai consacré toute ma jeunesse. Pour votre information, j'ai fait 34 ans dans l'UDPS. Beaucoup d'années, hein, vous persévérez, donc, vous tenez bon avec fidélité. Malgré beaucoup de départs, vous êtes toujours là. C'était les moments les plus difficiles. C'était pas le pouvoir que... Tout à fait. C'était l'opposition. Nous avons subi la répression du régime du maréchal Mobutu.
la répression de l'AFDEL et du régime des 18 ans. Nous avons connu emprisonnement, nous avons connu des humiliations. Des arrestations également. On a connu ça. Moi, je suis vraiment le fruit de la base. Aujourd'hui, je suis très fier lorsque je vois aujourd'hui le pluralisme, la démocratie a triomphé, parce que lorsque nous on s'est battu, c'était pas le cas. On a perdu beaucoup des amis en cours de route. Donc moi j'ai évolué. Au sein de l'IDPS, j'ai commencé dans mon quartier. On appelait ça à l'IDPS la sous-cellule. Donc j'ai monté de la sous-cellule à la cellule élue, de la cellule à la section. La section c'est l'équivalent de la commune. De la commune au district, nous on appelait ça fédération. De Bramba, là où j'étais. Du district au niveau national, où j'ai évolué comme membre du comité national, le parlement du parti. Nous on avait un parlement du parti. Et de là, je suis allé au secrétariat national, l'exécutif du parti, jusqu'à devenir secrétaire général adjoint et puis tout ce qu'il y a. Donc, j'ai connu une évolution d'un véritable soldat qui a mérité ses galons de la base au sommet. Mais vous ne pensez pas, sans prendre le grite d'Inanze Yomo, vous ne pensez pas qu'il est maintenant temps que vous puissiez jouir de toutes ces étapes franchies? C'est pas facile de tenir, surtout pendant qu'on était à l'opposition. Vous êtes un soldat bien formé, donc on sous-entend, vous venez de ces militaires, de ces soldats qui viennent de la formation, qui a commencé à franchir les échelons pour devenir général, mais un général sans fonction. Vous ne pensez pas qu'il est maintenant temps que vous puissiez jouir de toutes ces étapes? Le président est en train de vous écouter et Dieu au ciel, ce vœu-là sera exaucé. Nous allons poursuivre nos échanges. Monsieur Guy Baou, vous avez passé 34 ans au sein de l'UDPS. L'opinion vous regarde. Pouvez-vous nous citer 3 valeurs prônées par Étienne Tshisekedi? Ah, très bonne question. La première valeur, c'est la démocratie. Papa Étienne Tshisekedi disait, si nous voulons développer ce pays, nous voulons apporter les valeurs, la prospérité, nous devons avoir la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous l'avons toujours appelé le père de la démocratie. L'homme qui est venu donner un contenu à la démocratie dans la République, d'abord à l'époque Zaïre, ensuite Congo. Donc si nous, la démocratie, c'est une grande valeur pour nous, l'IDPS, pour Papa Tshisekedi. Il y a la démocratie, il y a l'état de droit. Pourquoi l'état de droit? Parce que, vous voyez, à l'origine, si nous prenons, là je vais recourir à la Bible, si vous prenez la création des États, l'État d'Israël pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, à l'origine, vous voyez, c'est les 10 commandements. Les respects des textes, la manière de faire des choses, pour éviter la pensée unique que nous avons héritée du maréchal Mobutu, parce que à l'époque de Mobutu, on disait l'impère a comme idéologie les moboutismes. Le moboutisme, c'est quoi? C'est la parole, la pensée et les actes du président Mobutu. Alors, Papa Tshisekedi dit non, un pays ne peut pas être conduit par la parole, la pensée et les actes d'un individu. Pour ça, il nous faut une référence, un cadre pour éviter l'arbitraire. Parce que là, lorsqu'on est dans la pensée, c'est-à-dire quoi? On se réveille un matin, on fait un rêve, on dit bon, à partir d'aujourd'hui, les mamans ne porteront plus de pantalons. Ça devient une loi. C'est ce qu'on a vécu avec le moboutisme. Le président Mobutu était en voyage en Chine, il rentre, il dit à partir d'aujourd'hui, on ne va plus porter la cravate, ni les costumes. On crée une tenue officielle, on appelait Abakos. Ça, vous voyez un peu, Papa Étienne a dit non. Il faut un état de droit, c'est-à-dire un état où tout le monde, du premier citoyen au dernier, respecte les textes. Et les textes, c'est la constitution pour le pays et les lois de la République. Les textes, c'est les statuts et les règlements intérieurs pour le parti politique et association. Voilà la deuxième valeur, c'est le respect des textes. Un vrai Tshisekedi doit être un démocrate, doit être quelqu'un qui respecte les textes. Et la troisième valeur, et Papa Tshisekedi dit, dans tout ça, on ne peut pas évoluer dans les anti-valeurs. Qu'est-ce qui font retarder l'avenir de l'Afrique? C'est les anti-valeurs, le détournement, la corruption, le vol, que nous avons normalisé dans nos familles. C'est la raison pour laquelle il avait prôné vers les années 90 le changement de mentalité. Le changement de mentalité, c'est quoi? C'est même une conversion. Donc on abandonne le mal pour faire le bien et servir la société.
Donc pour Papa Tshisekedi, ces 3 valeurs-là étaient cardinales, la lutte contre l'impunité. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le président Félix a manifesté ces soucis-là, il a toujours rappelé. Dans le cadre de ce combat de la lutte contre l'impunité, il a soutenu l'IGF. Le président Félix a mis toute son énergie pour que l'IGF puisse traquer tous les détournés du pays. Mais jusque-là, il y a encore des intouchables. Mon frère, les intouchables là ne sont pas nombreux. Parce que s'il faut voir le travail que l'IGF a produit sur le terrain, est-ce que vous savez au moins qu'on a plus de 60 mandataires au chômage grâce à le travail de l'IGF? Vous voyez un peu, ce sont des étapes, c'est pas facile pour un défaut ou une faiblesse qui était considérée comme un comportement des Congolais. On va aller étape par étape. Aujourd'hui, la paire du gendarme est installée. Celui qui veut voler, c'est son problème. Au moins, nous, la lutte contre les anti-valeurs continue. Donc, ces 3 valeurs-là sont fondamentales et c'est ce qui nous caractérise. Voilà, merci beaucoup. On ne va pas plus s'éterniser sur ça. On va vite passer à la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est dans tous les quartiers généraux de partis politiques où on parle de révision constitutionnelle, que ce soit ceux qui disent oui pour la révision ou les changements et que ce soit ceux qui disent non. Mais à ce jour, la première question, c'est celle de savoir pourquoi cette révision ou ces changements devient une nécessité seulement au second mandat du chef de l'État. D'abord, je crois qu'il faut rappeler, parce que l'émission aussi a un caractère pédagogique, il faut dire à notre peuple, les gens doivent éviter de s'agiter. La révision constitutionnelle, c'est une disposition de cette constitution, titre 7, article 218. La constitution dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. au président de la République, 2 au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3 à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, et enfin 4, on donne la possibilité même à nous, peuple, à tous les citoyens, il suffit de réunir 100 000 signatures, à travers une pétition, on peut obtenir une révision constitutionnelle. Donc on doit éviter de faire les fétichismes autour de ça. Comme si on parlait du sexe des anges, il y aura la fin du monde, les gens vont mourir. Pourquoi? Pourquoi les gens doivent mourir? Je vais faire peut-être donner un exemple qui va peut-être faire rire. Hein. J'ai suivi un film là que j'aime beaucoup, Un prince à New York. La fin du film, on connaît le film, le prince voulait prendre une femme étrangère. Alors, à la fin, là, la reine dit au roi, mais pourquoi vous n'avez pas autorisé à notre fils de prendre sa femme, même parmi les étrangères? Le roi dit, mais qui suis-je pour changer la tradition? La maman a dit, je crois que tu étais un roi. Ah, le roi s'est rappelé, mais les gens qui ont mis cette tradition-là, c'est des gens comme toi et moi. Alors, on a changé. Le prince, à la fin, avait marié sa femme. C'est la même chose avec notre constitution, c'est une tradition. Les gens ont écrit. Le président de la République a estimé, parce que là, on a parlé de l'initiative, mais la question qu'il faut poser, qui a le droit de constater qu'il y a nécessité? Mais le président de la République est bien parti. Il a constaté. Pourquoi avoir choisi seulement le début de son second mandat? Parce que ça s'est dit. S'il faut qu'on aille dans les changements de la Constitution, je ne parle pas de la révision, le changement, ça va nous amener à la 4e République. Donc tout finira par tomber caduc. Et ceux qui ont été présidents de la République, qui ne pouvaient plus se représenter, pourront alors se représenter. Alors pourquoi avoir combattu Kabila? Parce que j'entends ça aussi, vous avez très bien de poser cette question. Monsieur Kabila, son régime était devenu une dictature. Ce n'est pas le cas avec ce régime. Le régime n'est pas une dictature. Nous l'avons combattu parce que cette dictature-là était en train de faire disparaître les Congolais. Physiquement comme politiquement, économiquement. C'est comme ça que nous avons demandé son départ. C'est ça la nuance qu'il faut faire. Aujourd'hui, le régime n'est pas un régime dictatorial. La preuve, tous les opposants qui nous critiquent du matin au soir, ils sont la vie sur qui? Moi, je vous ai dit que j'ai fait 34 ans de combats. Vous savez combien de fois j'ai été arrêté?
tabasser. Même pas pour dire changer un article de la Constitution. On vous voit seulement dans la rue avec un polo, on a écrit l'IDPS, on vous arrête, on vous tabasse. On vous jette de l'eau, on vous humilie, et puis on vous libère. Qu'est-ce que je fais? Mais aujourd'hui, les gens ont le droit de dire du mal, tout ce qu'il passe du président de la République. Personne n'est arrêté. On n'a pas de prisonniers politiques. Les gens sont libres. Alors, le pourquoi seulement. Prenez un peu les images de nos amis opposants qui ont parlé pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dès que nous sommes élus, parmi les réformes à entreprendre, nous allons changer la Constitution. Ils l'ont dit. C'est leur droit. Mais pourquoi le président de la République a dit maintenant, parce que c'est ça votre préoccupation? Mon cher ami, il a juré pendant 5 ans. Il a constaté qu'il avait des difficultés dans le fonctionnement. N'oubliez pas, le président de la République, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Il s'est dit, dans le fonctionnement, dans mon rôle d'arbitre, je vis qu'il y avait des difficultés de part et d'autre. Mais quoi de plus normal de proposer des modifications ou d'arrangements pour me faire évoluer les choses? Il n'y a pas de problème. Il y a eu des blocages, juste 2 exemples de blocage. Le président de la République avait parlé d'elle bien avant même qu'on termine le premier mandat. Il a dit les élections de gouverneurs, par exemple. Nous avons constaté qu'il y a un combat permanent entre les gouverneurs élus et l'Assemblée provinciale. Et c'est dans toutes les provinces. Les gouverneurs ont les réflexes, pas pour gérer, pour apporter le bien-être à la population, mais conserver les fauteuils vis-à-vis de la menace des assemblées provinciales. C'est très grave. De deux, le président a constaté aussi l'élection d'un gouverneur favorise les tribalismes, les clanismes entre les différents groupes. C'est comme ça le président n'a pas eu honte. Il a dit, mais pourquoi on ne peut pas faire comme le maréchal Mobutu avait fait la gestion de la territoriale par le gouverneur non originaire, par exemple. C'est une idée qu'il avait donnée. Parce qu'il a constaté qu'il y avait réellement des problèmes. C'est comme ça qu'il dit, ce sont les dispositions qu'on peut revoir. Il a dit la formation du gouvernement. J'ai été élu au mois de décembre, il a prêté serment au mois de janvier. Mais pour que le gouvernement soit formé 6-7 mois plus tard, est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures pour dire accélérer la validation des mandats des députés, écourter les choses, arriver à 1 mois par exemple? Ça, c'est ce qu'il a constaté en tant que garant du bon fonctionnement des institutions pendant les 5 ans qu'il a y à gérer. Ça, vous ne pouvez quand même pas lui en vouloir. Même si la tête de Félix Tshisekedi, notre président ne vous plaît pas. Mais ce qu'il dit, c'est pour l'intérêt général. Qui vous dit qu'il sera président en 2080? Ceux qui viendront là. Pourquoi ne pas parler de 2029 où vous allez directement à 2080? J'ai parlé de nos enfants en 2080. En fait, c'est ce qui craint dans l'opinion. Les gens se disent que le chef commence à avoir cet esprit-là de se pérenniser au pouvoir. Parce que quand on va changer la Constitution, il faudra revoir tous les articles. Est-ce que cet article 220 qui parle du mandat du chef de l'État n'est pas le viseur même de l'union sacrée? Il a répondu ceci. Cet article-là, nous la laissons à la disposition du peuple. L'article 5 de la Constitution dit le peuple est souverain, le peuple va apprécier. C'est tout. Une dernière question avant de donner la parole à Ruth Dinanzei. Dans les communs des mortels, la plus grande question qui se pose, vous l'avez dit d'entrée de jeu ici, est-ce que c'est la Constitution qui bloque le social des Congolais? Restons seulement dans Kinshasa quand il pleut. Vous vivez à Kinshasa. Vous vivez ce que les Kinois vivent. Vous-même, vous les vivez. Est-ce que c'est la Constitution qui bloque, qui ne permet pas aux politiques de donner ce social-là tant prôné par l'UDPS? Nous partageons la situation du peuple congolais. Nous sommes issus de ce peuple. Vous voyez notre parcours. Nous habitons encore avec ce peuple. Nous partageons leurs souffrances. Nous manifestons même notre solidarité. Mais seulement, là où ça dérange un peu, c'est lorsqu'il y a des dérapages verbaux. Vous parlez de l'inondation de la ville de Kinshasa. Nous avons vécu ça. Mais vous n'avez pas le temps de nous rappeler qu'il y a inondation en Espagne, à Valence. Non, mais parce qu'on n'y vit pas. J'en viens. Nous vivons à Kinshasa. Non, nous voulons rappeler que c'est un phénomène qui frappe les conséquences du climat
où le président veut nous amener à être le pays solution qui a la réponse à tout ça. Il y a eu 250 morts à Valence. Même le match du Real a été reporté. Vous voyez les difficultés, mais comme c'est l'Espagne, on n'hésite pas. Mais non, le premier ministre espagnol, le jour de sa descente, il a été chassé par la population. Le roi et la reine, pour être acceptés, ils ont dû présenter des excuses à la population. Libre à eux. Mais le même phénomène. Non, du moins, et ils se sont plaints parce que les dirigeants n'ont pas informé de la gravité de ce qui allait arriver. Mais aujourd'hui, chez nous, même cette information, nous ne l'avons pas. Je vous donne un exemple simple. La Metelsat a publié un communiqué sur les prévisions qui devront venir du mois de novembre jusqu'en janvier 2025. Qui relaye ça? Nous sommes à compter par le bout du doigt ces médias qui en parlent. Nous en avons en parlé. Mais est-ce que on dit diriger, c'est prévoir? Est-ce que le dirigeant congolais pense à cette protection de la population? En fait, c'est ça le grand problème. Est-ce que c'est pourquoi on vous pose la question, vous politiques, est-ce que tout ce que nous vivons, c'est la Constitution qui bloque? J'arrive. Non, la première des choses, je voulais rappeler la situation de l'inondation ou des inondations d'une manière générale. C'est un problème planétaire. Même aux États-Unis, pendant les élections, vous avez vu Joe Biden, qui ne s'appelait pas Félix Tshisekedi. Et là où on a vu, les gens ont vécu ce qu'ils ont vécu. Parce que si les gens ont tendance de mettre tout sous la tête du président de la République, c'est la raison pour laquelle nous voulons rappeler à l'opinion, c'est un problème mondial, d'abord. Et ensuite, chaque pays a ses spécificités de chercher des moyens. En Espagne, si on a fait ce qu'on a fait vis-à-vis du gouvernement espagnol, parce qu'ils savent qu'ils ont tout le moyen par rapport à notre gouvernement pour résoudre les problèmes. Vous avez parlé du social. Mon frère, je veux faire un peu référence à l'histoire. En France, lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958, mais il a changé la constitution. Il a amené le pays vers un référendum. Est-ce que de Gaulle avait résolu tous les problèmes sociaux des Français en 1958? Est-ce qu'il avait fait de la France un paradis pour arriver à changer la constitution? Non. Non, mon frère. Ça, c'est un faux argument. Ça n'a rien à voir. Il ne faut même pas mélanger. Nous avons vu les grands de Gaulle, on dit même en France, le français le plus illustre, il est revenu en 1958 au pouvoir. C'est lui qui a créé la 5e République. Parce qu'ici, il y a des amis de l'UDPS qui ont dit par exemple, non, nous devons faire appliquer les testaments des papas Tshisekedi. On a vu déjà la vision d'un individu. Mais en France, la 5e République, c'est la vision d'un individu, le général de Gaulle. Ça ne dérange personne. Pourquoi au Congo, ça va déranger? Parce qu'il s'appelle Félix Tshisekedi, il a quelques détracteurs qui n'arrivent même pas à convaincre, qui n'ont aucun discours politique. Ils veulent instrumentaliser les débats de la Constitution pour mobiliser. Et quelle mobilisation? C'est compliqué. Donc, faisons un débat des citoyens. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'au moins, on a un président qui amène son projet, il soumet. Et il nous dit même ce qui est intéressant. C'est pas urgent. C'est l'année prochaine. Je vais nommer une commission. C'est dans 45 jours, pratiquement. Oui, mais ça peut se faire aussi en mars, en juin, même en novembre, même en décembre de l'année prochaine. Il dit, je vais mettre en place une commission. Voilà la démarche. Une commission. Des intellectuels, des gens de tous les domaines qui vont venir, ils vont réfléchir et vont nous faire des propositions. Ça, c'est pas magnifique. Vous avez connu toujours ça dans ce pays. On s'est réveillé, il y avait des ordonnances qui sautaient. Ruth Dinanzei, vous avez la parole. Encore une fois, merci Alain Ngoma. Monsieur Guy Baou, vous avez énuméré quelques insuffisances de la loi fondamentale qui nécessitent une révisitation. Est-ce que tous ces éléments-là que vous avez énumérés, notamment les conflits entre les députés provinciaux et les gouverneurs, vous avez également parlé d'un autre fait, pensez-vous que ce sont des éléments qui sont au point pour que la révision constitutionnelle soit une nécessité par rapport à la conjoncture actuelle? J'ai entendu même certains intellectuels aller plus loin. Dire par exemple, au regard de la situation que nous sommes en train de vivre au Congo, il faut réduire le train de vie des institutions. Il faut supprimer par exemple le Sénat. C'est une idée. Dit c'est un peu trop.
Certains ont même dit non, il faut réduire le nombre de députés de 500 peut-être à 300. Ce sont des idées. J'ai même vu, il y a le député, bon, il y a plusieurs propositions. Je pense que le président de la République vient de nous donner une occasion à mort. C'est là où le président est magnifique, de réfléchir. Peut-être vous aussi de la presse, vous avez des choses à demander, on va modifier. C'est notre constitution, il ne faut pas en faire un sujet tabou. Mais pourquoi ne pas contacter par exemple l'opposition pour soumettre également cette proposition de révision constitutionnelle? Mais ils sont dans les débats, ils participent dans les débats. Ils donnent aussi. Tout récemment, nous avons vu le FCC qui dit, l'ancien directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila, qui a dit que le pays est définitivement sous la loi martiale. Il n'y a plus de démocratie parce que l'UDPS va instaurer la révision constitutionnelle à l'insu de toutes les parties prenantes. Non, madame, ça c'est une posture politique, surtout pas eux. Je vais vous rappeler, madame, pendant l'adoption de cette constitution au référendum, nous, l'UDPS, à travers Papa Etienne Tshisekedi, nous étions opposés. Farouchement d'ailleurs. Nous avons appelé au boycott parce que les conditions d'enrôlement des électeurs ont été très mal organisées. Ces conditions-là n'avaient pas respecté les règles du jeu. Mais eux, là, qui nous donnent des leçons, ils nous avaient dit quoi? Je vous prends seulement au mot, M. Guibaou. Ouais. La majeure partie de personnes qui ont accompagné le référendum sont avec vous aujourd'hui. Ne craignez-vous pas que ça soit un danger? Je me rappelle même, c'est à cette époque-là que la police nationale a été dotée de véhicules qui déversaient de l'eau chaude sur la population. Mais aujourd'hui, ils sont avec vous dans l'Union sacrée. N'avez-vous pas peur d'être trahi demain ou après-demain si cette logique ne tenait pas? Non, nous, on n'a même pas un problème de trahison. Nous sommes des démocrates. Vous avez constaté les amis qui ont fait des va-et-vient, opposition, venir chez nous et puis repartir sans inquiétude. Vous voyez un peu, nous ne craignons pas. Nous sommes dans la démocratie. C'est lui qui va estimer. Moi, par exemple, ceux qui disent nous sommes contre la révision constitutionnelle, je n'ai rien à reprocher. C'est leur point de vue, nous sommes dans la démocratie. Ils disent qu'il faut voir le contexte actuel. C'est leur point de vue. L'amélioration des conditions sociales n'est toujours pas effective. Je rappelle, le général de Gaulle ne s'appelle pas Félix Tshilombo Tshisekedi. Il n'avait pas. Apparemment, ça devient une jurisprudence alors. Oui, parce qu'il avait fait en 58. Il a organisé des référendums. Mais la réalité de la France et de la République non, nous voulons seulement rappeler ne se ressemble pas. Non, nous voulons seulement rappeler qu'autant les généraux de Gaulle n'avaient pas créé un paradis avant les référendums, n'exigeons pas aussi un paradis au président Félix Tshisekedi. Donc, vous acceptez que la population vive dans cette misère parce que dans l'Est, ça continue à tirer. Non, alors que vous prenez la vision des peuples d'abord. Chaque matin, continue à souffrir pour trouver son transport, continue à souffrir pour avoir son pain quotidien. Mais les efforts sont faits. Le gouvernement est là. Le président, au moment où nous parlons, vient d'exiger une évaluation du gouvernement. Je crois que vous le savez. Pourquoi? C'est pour améliorer là où les autres ne sont pas à mesure de faire des choses. Le président n'est pas resté insensible. Il s'est arrêté il y a 3 jours dans la rue pour voir les conditions de vie de la population. Ça, c'est extraordinaire. Un président proche de son peuple qu'il avait élu, qui est accessible. Vous connaissez, vous étiez dans cette ville. Je ne sais pas si les gens ont déjà touché un président de la République, à part Félix Tshisekedi. Peut-être de ceux qui ont vécu avec le maréchal Mobutu. Lorsqu'on était jeune, on a vu le maréchal Mobutu s'approcher déjà. Mais à part le président Félix Tshisekedi, vous avez déjà vu un chef de l'État dans les quartiers, dans la boue, comme le président qui avait fait à Kingaboua il y a plusieurs mois. Kingaboua, là. Est-ce qu'il y a un président de la République qui l'a déjà visité? Donc ce sont des exemples pour vous dire que le président n'est pas insensible à la misère de la population. Bien au contraire, il est en train de poser les actes, il est en train de trouver des solutions à travers le gouvernement et toutes les structures de l'État, mais les résultats tardent à venir. Et puis n'oubliez pas, mon frère Alain et Madame Ruth, le trou est tellement profond. Vous ne pouvez pas enterrer un trou de 50 ans en 6 ans.
Donc il faut qu'il soit là, qu'il modifie la Constitution pour ouvrir la voie à une 4e République et remettre le compteur à zéro pour se représenter et se maintenir encore au pouvoir pendant plusieurs années. Non, ça c'est une stratégie. Problème. Avant même qu'il compare la Constitution, vous avez oublié de dire que la gratuité de l'éducation a déjà fait sortir plus de 5 millions des enfants. L'année scolaire a peiné à commencer parce qu'il est validé des mouvements de grève par-ci par-là. Madame Ruth, nous avons fait des descentes dans des écoles où les enfants politiciens on avait des fois honte. Non, vous ne pouvez pas avoir honte. La grève, c'est un droit reconnu par la Constitution. On ne doit pas avoir peur de ça. Les enseignants exigent une amélioration des conditions de vie. Mais le problème, c'est que c'est trouver un terrain d'entente. On n'a pas trouvé la solution, le compromis. On a trouvé. La grève, c'est un droit. Il ne faut pas nous faire croire parce qu'il y a grève et qu'elle doit disparaître. Monsieur Guibaou, que répondez-vous à ces opposants-là qui estiment que Félix Tshisekedi veut se maintenir au pouvoir en remettant les compteurs à zéro à travers la révision constitutionnelle? Je leur comprends, ils ont peur. De quoi? Ils ont peur parce qu'ils ne sont pas bien organisés. Madame, même tout ce que vous nous reprochez comme erreur de notre régime, qui les dénonce en public? Si ce n'est pas nous-mêmes. Nous faisons là le rôle, eux, de la gestion et de l'opposition. Nous nous posons même des questions, mais ça, c'est eux qui devaient le dire, pas nous. On ne les voit pas faire leur travail d'opposant. On ne voit pas ça. C'est pourquoi le chef de l'État a jugé leur dire que l'opposition a pété. Vraiment, il a pété parce que c'est le président de la République même qui vient crier sur nous. Mais les autres ambulatés, justice, les autres ambulatés, c'est son travail. Mais on vous accuse aussi, vous, au sein de l'UDPS, qui montez des coups pour créer des frondes au niveau de l'opposition. Des coups, par exemple? En faisant quoi? Donner un exemple d'illustration. Nous, monter des coups? Oui. À ce temps-là. On va monter des coups contre qui ou avec qui? Avec Moïse Katumbi, avec Fayoulou, avec M. Kabila, le sénateur a vu qui? Nous. L'opposition fonctionne, mais cette opposition, elle est faible. Vous travaillez pour l'inefficacité de cette opposition? On n'a pas ce temps-là, madame. Nous, à l'IDPS, on a beaucoup de problèmes. Je crois que vous savez ça. Et nous, ça démarre le matin. On n'a même pas le temps de regarder chez les voisins. On a nos propres problèmes à résoudre. Et du parti, et du pays, pour les collègues qui ont des responsabilités dans les institutions de l'État. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là. Je comprends leur peur. Leur peur est justifiée parce qu'ils ne sont pas organisés. Mais le débat est là. L'opposition participe au débat, c'est une très bonne chose. Voilà, merci beaucoup. Nous allons quitter la révision constitutionnelle ou le changement pour parler des états généraux de la justice. Avant qu'on entre dans les fonds d'emblée, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces états généraux? Son mandat, c'était le premier mandat, mais aujourd'hui, nous avons quand même eu ces états généraux de la justice. Au moment où nous enregistrons cette émission, ils sont là pour la clôture. Nous aurons des résolutions. Mais d'emblée, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces états généraux de la justice? Moi, je suis très satisfait. Comme on dit toujours, la justice élève une nation. Le président a fait ce constat-là que la justice était malade. Il a donné les instructions. Et le ministre de la Justice est venu. Il dit créons un cadre de réflexion pour pouvoir examiner cette malade qui est la justice et voir quelle thérapie donner. Moi, je suis content. Plusieurs acteurs se sont exprimés de toutes les disciplines. Chacun a donné son point de vue. Je crois qu'on doit attendre les recommandations et nous devons veiller sur l'application de ces recommandations pour que la justice soit réellement une justice qui élève une nation. À ce jour, les acteurs judiciaires, en commençant par le ministre de la Justice et le magistrat, avant que nous allions dans ces états généraux, il s'est tiré à boulet rouge. C'est-à-dire, les magistrats pensaient que le ministre de la Justice interférait dans les décisions judiciaires. Le ministre disait que c'est lui qui devait organiser comment est-ce que les choses allaient se faire.
Nous avons vu ça lors de la rentrée judiciaire. Ils ont tiré sur le ministre. Le ministre, le jour de l'ouverture des États généraux, a tenté aussi répondre et tirer sur le magistrat. Est-ce que vous pensez que dans cette logique, même si résolution il y a, nous aurons la meilleure justice que le président de la République cherche, une justice équitable? Les gens ont peur du débat contradictoire pour rien. Vous savez, en droit, on dit la beauté du droit, c'est la pluralité des points de vue avant que les juges décident. On dit ça. C'est-à-dire la pluralité de ces points de vue, magistrats, les ministères, s'enrichit les débats. On ne doit pas avoir peur de ça parce qu'il y a ces contradictions. Les gens vont mourir, non, rien du tout. C'est ça la beauté même de la démocratie. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je ne vois même pas un danger. Les gens s'expriment, personne n'est mort. C'est comme lorsqu'il y avait une crise en Belgique, je crois. Il y a un moment donné, la Belgique avait passé 2 ans sans gouvernement. Il y avait un débat là sur la RTBF. Un Congolais a pris la parole pour dire, mais ces débats ici, vous avez besoin d'un médiateur, Joseph Kabila est là, il peut vous aider. Le Belge a répondu, non, notre conflit ici, qu'est-ce qu'on a perdu? C'est l'encre et la salive seulement. On n'a pas tué les gens. C'est la même chose. Personne ne va mourir parce qu'il y a contradiction entre les ministres de la Justice et les magistrats. Bien au contraire, c'est un débat qui est en train de nous enrichir. C'est la beauté de la démocratie. Moi, personnellement, je trouve aucun inconvénient. Madame Brut, vous avez Oui, Monsieur Guibaou, vous êtes un acteur politique avec beaucoup d'expérience. En 2015, il y a eu également les États généraux de la justice sous Kabila, mais curieusement, ces recommandations n'ont pas été mises sur pied. Pensez-vous que toutes les recommandations issues de ces États généraux, dont le président de la République a l'option d'annoncer par décision définitive, auront un impact sur notre justice qui est toujours malade, comme lui-même le dit? La première différence, vous avez dit sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est sous Félix Tshisekedi. C'est le même exercice. Oui, mais avec des leaderships différents. Des leaders différents. Des visions différentes. Celle-ci est la meilleure, la vision? La vision, elle est différente parce que Félix Tshisekedi est au service du peuple. C'est ça déjà la grande différence. Ce qu'il fait, Félix Tshisekedi en tant que président de la République, il doit rendre compte au peuple. Le reste, notre régime là, ce n'est pas le cas. Donc la vision, elle est différente. La démarche, le leadership et les styles. Le président Félix Tshisekedi, c'est vraiment le peuple comme point d'ancrage, le peuple d'abord. Merci beaucoup. Monsieur Guibaou, nous arrivons à la fin. C'est vrai que quand vous avez un politique en face de vous avec cette carrière de 34 ans, on ne manque pas à dire. Et les minutes coulent comme l'eau dans une rivière. Mais avant qu'on ne puisse se séparer, vous avez cette population congolaise qui vous suit. Déjà, vous, du point de vue de votre parcours dans l'IDPS, vous avez évolué du côté du feu Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, vous êtes au côté du fils, bien que n'étant pas dans la gestion des affaires, mais vous êtes quand même au cadre de l'IDPS. Un message particulier à toute cette population congolaise qui vous suit. Nous demandons au peuple congolais de soutenir le président de la République, de l'accompagner pour le permettre d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Dans les 6 engagements qu'il avait pris lors du début de notre mandat, donc au peuple congolais de rester aussi vigilant, de défendre les intérêts du pays face à la menace étrangère. Donc c'est tout ce qu'on peut demander à notre peuple. Voilà, merci beaucoup. C'est par ce mot de notre invité, M. Guibaou, que nous mettons un point final à cette émission FM Exclusivité. Merci à Ruth Dinanzei d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci à M. Guy. Nous pensons que c'est une première fois, mais ça ne sera pas la dernière, parce que chaque jour qui passe en République démocratique du Congo, des sujets d'actualité, nous en avons toujours. Merci beaucoup.